Bonsoir à tous, bienvenue à cette autre édition de votre émission Entre copines sur STV. Les invités que nous recevons aujourd'hui ont connu la maternité très tôt. Elles ont été mères alors qu'elles n'étaient que des enfants. Quelles peuvent en être les raisons? Peut-on faire face à des responsabilités d'adultes quand on est soi-même encore un enfant? Si à ces questions, il y a bien d'autres que nous essayerons de répondre aujourd'hui dans cette édition. Bienvenue. Entre copines, la plateforme d'échange entre les femmes, l'émission qui parle des femmes avec les femmes. Trois grandes femmes ont accepté de venir partager leur expérience aujourd'hui avec nous. Nous avons Madame Wewe, Leslie, Adèle. Bonjour. Bonjour. Vous êtes comédienne, artiste comédienne. Je suis artiste comédienne. Et vous venez surtout de l'extrême nord. Oui, oui, de l'extrême nord, plus précisément de Guidigis, c'est une région et c'est un arrondissement autant pour moi qui dépend du département du Mayo-Kani, Oui. Région de l'extrême nord, la plus belle des régions, j'allais dire. Oui, je confirme, hein, je connais bien la région. Je connais bien Marois, je connais Mokolo, je connais... Donc c'est vrai, la région, c'est vrai que les routes ont tendance à se dégrader ces jours-ci, mais c'est une belle région. Ah, merci. Merci d'être venue. Je vous en prie. Juste à côté de moi, j'ai Madame Marie Apollinaire Mbeyokol. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à STV. Merci. C'est la première fois à la télé? C'est la deuxième fois. Hein. C'est la deuxième fois. La première fois, je suis passée à la télé il y a de cela peut-être 5-6 ans. Ok. Canal 2. Ah, ok. Ça va quand même, les caméras, vous connaissez? Bon, avec le temps, on va s'habituer. Hein. Merci d'avoir accepté de venir partager votre expérience. Je vous remercie aussi. À ma droite, Madame Marie, je suis entourée de Marie. J'espère que le Saint-Esprit va descendre ici ce soir. Bonsoir Marie Mathi. Bonsoir. Vous êtes prophétesse? Oui, par la grâce de Dieu. Bonsoir, merci d'être venue. Merci. Vous avez été maman très jeune? Oui. Oui, vous allez nous raconter votre expérience? Oui, évidemment. Ok. Alors, nous allons commencer par, je vais vous appeler Adèle. Oui. Adèle Leslie. Ça ne dérange pas. Voilà, je vais commencer par vous. Vous qui venez d'une région où on accouche tôt, où les femmes accouchent tôt, est-ce que vous pouvez essayer de nous donner les raisons de ce phénomène? Pourquoi les femmes accouchent tôt à l'extrême nord? Déjà, merci de m'avoir invité ici sur ce plateau. Je profite pour dire bonsoir aux belles dames qui sont là, qui nous accompagnent. Merci. Merci. Ok, bon, nous allons directement attaquer le sujet. Chez nous, à l'extrême nord, les filles accouchent un peu tôt. Pourquoi? Parce que à l'époque, les parents ne voulaient pas que les filles vieillissent à la maison. Parce que quand une fille grandit, elle vieillit, elle a peu de chances de se marier. Alors chez nous, on ne voudrait pas voir des mamans vieilles à la maison. On pensait que le mariage, c'était le meilleur moyen pour une fille de grandir et de faire ses enfants dans un foyer. Alors, à 14, 13, 15, 16 ans, les filles devraient se marier pour laisser la place à ses petites sœurs de grandir également. Parce que chez nous, vous voyez, si vous êtes une série de 4 filles à la maison, si l'aînée ne se marie pas, les autres ne vont pas en mariage. Oui. Voilà. Du coup, il fallait que la grande sœur parte, ainsi de suite. Alors, mais maintenant, les choses ont un peu changé. Oui, on y revient. On y revient. Alors, vous voulez dire que c'était une affaire de culture? De culture, de tradition. Donc, on élevait même les enfants, les filles, en leur disant qu'à peine sorties, enfin, pendant l'adolescence, elles peuvent se marier. Et voilà, effectivement. On les préparait à cela? À cela, les filles devaient se marier pour ne pas faire des enfants à la maison. Oui. Donc, on évitait la honte. Oui. C'est pour cela que les filles étaient appelées à vite se marier. D'accord. Voilà. Okay. Marie Apollinaire, vous avez fait votre bébé à 16 ans. Oui, 16 ans. Alors, racontez-nous comment ça s'est passé. Oh, qu'est-ce que je peux dire Alors, il faut déjà demander, vous étiez dans quelle classe à 16 ans? À 16 ans, je faisais 3e. Oui. À 16 ans, je faisais 3e. Il est bien vrai, je peux dire, si j'ai eu mon enfant très tôt, c'est d'abord la compagnie, comme je disais tout à l'heure.
Donc, à l'époque, je cheminais avec des aînés, des grandes sœurs qui étaient plus âgées que moi. Et moi, je me disais, en cheminant avec elles, je pouvais être mieux encadrée. Mais c'est quand j'ai autant pour moi, quand j'ai conçu ma fille, que j'ai compris que ce n'est pas parce qu'on est avec des aînés qu'on est mieux encadré. Est-ce qu'à la maison, avec votre maman, vous avez des discussions sur le sexe, sur la procréation? Est-ce qu'elle vous en parlait? Oui, elle m'en parlait déjà que ma maman a fait son premier enfant à l'âge de 15 ans. Oui. Donc, je suis la dernière, nous sommes 9. Et chaque fois, je communiquais avec la maman. Et je ne refuse pas qu'au fur et à mesure que j'échangeais avec elle, j'ai aussi eu cette envie de porter un enfant. Donc, ce qui fait en sorte que de temps en temps, je me trouvais avec des copines, on jouait au bébé, on mettait des habits dans le ventre et tout et tout. Bon, vous voyez un peu. Mais est-ce que ce jeu impliquait forcément le besoin de maternité à 16 ans? Non, je ne peux pas dire que ça impliquait, mais je peux dire c'est... Comme je disais tout à l'heure, la compagnie. Donc, lors de nos échanges, on parlait toujours de la grossesse, des enfants, de tout. Et puis, j'ai dit, bon, pourquoi ne pas? Déjà que j'avais déjà cette envie, comme j'ai dit tout à l'heure, comme j'ai souligné tout à l'heure, dès l'enfance, j'ai eu cette envie. Et aujourd'hui, sans vous mentir, je suis heureuse d'avoir... On va y revenir. Oui, ça, il faut... Avec qui est-ce que le papa de l'enfant à cette période-là, c'était aussi un jeune comme vous ou c'était quelqu'un de plus âgé? C'était quelqu'un de plus âgé. Et je peux dire, j'ai été séduite par son comportement. Parce qu'il avait un comportement vraiment paternel. Donc, il a su mieux me cadrer. Mais est-ce que c'était une décision consentie entre vous deux ou bien c'est arrivé et puis vous avez pris sur vous? Non, je peux dire que c'était consenti entre nous deux. Ça, je dois vous le dire. Parce que, comme je disais tantôt, moi, j'ai perdu mon parent, j'ai perdu mon père tôt. Donc, ce qui fait, quand j'ai fait la connaissance de ce monsieur, il m'a donné l'affection d'abord d'un père. Et je me suis dit, en faisant un enfant avec lui, je pourrais aussi bénéficier de l'encadrement que lui aussi il a pu prodiguer à ses enfants. Donc, c'est ça qui m'a... Ça a été un accord... C'était de commun accord? Oui, c'était de commun accord. Alors, Madame Mathilde, dites-moi vous avez été maman à 15 ans? Oui, 15 ans et plus. Alors, comment c'est arrivé? En fait, mon expérience est un peu la même que ma soeur Marie. En fait, je me suis retrouvée... J'avais besoin d'une petite d'amour. Et... malheureusement ou heureusement, je l'ai trouvé à un petit ami. Et voilà, et j'étais aussi beaucoup naïve. J'étais beaucoup les livres à l'école. Donc mes parents avaient de grands projets pour moi. Je devais être médecin, je devais être... Donc quand j'ai eu cette petite liberté, ça m'a fait à me ramener vers lui et voilà, c'est la naïveté. Oui, mais ça arrivait... Je n'aime pas trop l'expression par accident. Non, c'était pas par accident, oui. C'était consenti? Oui, c'était consenti, oui. Donc vous vouliez faire un enfant à 15 ans? Non. Comme je dis, c'était pas comme ça m'a forcé, c'est seulement, donc c'était consenti. Non, vous avez eu un acte sexuel, mais c'était pas pour faire un enfant? Voilà, non, pas du tout. En fait, je m'attendais même pas à ça, en fait. Parce que là, chez nous, à Londres, quand tu fais le rapport sexuel, tu as 2 à 3 jours de prendre un médicament pour stopper, pour stopper, en fait. Heureusement, on peut dire, pour moi, je suis allée au 4e jour. J'ai pris, dit que le docteur m'a dit que tu prends, je ne sais pas si ça va passer, ça fait à 4 jours en fait. Tu as un maximum 2 à 3 jours. Donc, mais après, c'est même lui qui m'a dit que je suis enceinte en fait. Parce que, Oui, je voulais demander, comment vous savez donc à ce moment que vous êtes enceinte? Parce qu'à 15 ans, disant que vous êtes naïve, je suppose que vous ne connaissez pas forcément... Oui, pas du tout. Parce que moi, avant, j'aimais beaucoup danser. Les chorégraphies, je mettais le makossa, je dansais et tout et tout. Après, je fais, attends, je me souffle, je suis fatiguée en fait. Je suis trop fatiguée. Après, on me dit que, attends, tu as eu tes règles quand? Comment ça? Attends, c'est même vrai, mes règles ne sont pas... ne sont pas venues depuis. Il dit que tu es enceinte, il dit que non, je ne suis pas enceinte jamais, je suis encore petite. Tu me dis que va à l'hôpital. C'est alors quand je pars à l'hôpital, on fait les tests, j'attends. La dame me dit que félicitations, elle dit que tu es enceinte. La réaction, c'était quoi? La peur, le choc. Je veux faire comment? Je vais dire à mes parents. Donc, il y avait 1000 mots. J'avais vraiment peur. J'étais encore bien petite. Revenons justement à la réaction des parents.
Vous, quand vous êtes tombée enceinte, votre maman, comment elle a réagi? Maman était contente. Par contre, mes frères, c'était vraiment... Maman était contente. Elle était contente? Oui, Wow. elle était contente. Peut-être parce qu'elle avait fait l'enfant jeune aussi. Elle a fait l'enfant jeune, oui. Elle comprenait mieux. Oui. Et vous dites que vous n'avez plus votre père à cette période-là? Votre père n'était plus là? Non, mon père n'était plus là. J'ai perdu mon papa, j'avais 8 ans. D'accord. C'est vos frères qui ont mal pris? Ils ont mal pris la chose parce qu'ils avaient des projets pour moi. Oui. Donc du coup, là, l'enfant est venu tout changer. D'accord. Ouais. Alors, Adèle, dites-moi, quand la fille va, quand on la prépare à aller en mariage adolescente, est-ce qu'on la prépare aussi à la maternité? Est-ce qu'on lui dit... Est-ce que la mère a le temps de lui parler de la maternité et de la préparer à ça? Bon, vous savez, ça dépend. Ça dépend. Il y a des parents qui ne parlent pas de sexualité avec les enfants. Chez nous, c'est un sujet tabou. Tu ne peux pas parler de sexe avec ton enfant. Et d'ailleurs, chez nous, excusez-moi un peu, chez nous, comme à l'époque, c'était des boukarous. La mère avait son boukarou avec ses filles. Le père avait son boukarou seul. Les jeunes garçons avaient leur boukarou à l'entrée. Tu ne pouvais même pas imaginer à quel moment le père et la maman se rencontraient. Donc, on voyait seulement le ventre de la maman pousser. Elle a accouché. Mais quand j'ai grandi un jour, j'ai posé la question à une de mes tantes. Maman, comment tu fais pour accoucher? Donc, j'étais déjà grande comme ça. Elle m'explique que la nuit, quand les enfants dorment déjà, en journée, d'abord, le père passe, il lance des signes. Parce qu'on ne parle pas de sexe devant les enfants. Le père ne se plaint pas pour dire je t'aime, comme on le fait maintenant. De peur que les enfants comprennent que non. Ce que les parents sont en train de faire, ça veut dire que c'est une bonne chose. Nous aussi, on doit les imiter. Et comme nous, on ne veut pas la honte chez nous, du coup, le père peut passer en journée, il peut prendre même un caillou, il met sur le canari. Pour dire à la mère que la nuit, tu me retrouves. Non, la mère doit sortir. C'est elle qui doit aller, voilà. Donc, ou bien un petit coton, ils ont leur signe, quoi. C'est comme ça que la maman calcule. Quand vous dormez déjà, elle peut se lever là, les mamans, hein, elle peut se lever, faire comme si elle fouillait quelque chose, mais elle voit que vous dormez. Elle sort doucement, en toute discrétion, elle part rencontrer son mari, elle revient. Alors, chez nous, le sexe, c'est un sujet tabou. On ne parle pas de ça en désordre. C'est vrai qu'il y a certains parents qui sont plus émancipés, ils peuvent parler de ça. Oui, comme mon papa. Quand il s'assoit, il nous parlait de sexe. Nous, on avait honte, mais il nous dit, c'est quelque chose qui va vous aider demain. Voilà. Donc, en réalité, les jeunes filles, elles allaient en mariage et elles subissaient un peu... Voilà. D'autres partaient en mariage. Des fois, on ne te dit même pas que tu pars en mariage. Des fois, on te dit, va habiter avec ta grand-mère. Tu es même petite, tu grandis et puis c'est là où tu découvres que non, tu es en mariage. Mais le sexe a déjà commencé à opérer, quoi. Voilà. Entre-temps, si tu as une belle-mère qui a un cœur maternel, c'est elle qui va commencer à te préparer doucement. Ma fille, comme tu vois là, si elle voit que tu saignes déjà, bon, ils ont déjà tout apprêté. Bon, ce soir, tu vas aller dormir dans la chambre. Si toi, tu es naïve, tu ne sais rien, tu vas et... Bon, ça arrive, ça donne ce que ça va donner. Quand tu reviens, c'est elle qui va te nettoyer. Elle va te dire non, elle va te dire l'eau pour te nettoyer, pour te traiter. Il y a ces genres de mais il est possible donc, avec ce que vous racontez, que la demoiselle tombe enceinte et qu'elle ne s'en rende pas compte. Oui, mais là, ça ne va pas beaucoup nous déranger parce qu'elle n'est plus chez nous, elle est chez son mari. Non, moi je parle d'elle. Je parle d'elle elle-même, je parle plus... Bon, à cette époque, à ce stade, tu sais déjà que tu es en mariage, que tu connais déjà que... Une fois que tu es entré en contact avec ton mari, ta belle-mère commence déjà à te dire que bon, fais attention. D'accord. Comme tu connais déjà telle chose, attends-toi à ça. À ça, oui. Voilà. D'accord. Ça, c'est dans le cas où peut-être tes parents sont carrés, qui pratiquent la tradition. Mais il y a des familles également qui peuvent déjà dire à leur fille, tu vas comme ça en mariage. Sache que si tu pars, tu dois te comporter comme ça, comme ci. Et fais comme ça. Donc, ça dépend de chaque famille. D'accord. Ouais. Alors, mesdames, nous avons permis à d'autres personnes de s'inviter à notre débat. Nous leur avons tendu le micro et leur avons demandé ce qu'ils pensent de la maternité précoce. Écoutons-les et on revient juste après. L'adolescence est déjà maman. Je pense que c'est un phénomène qui n'est pas seulement observé au Cameroun, mais c'est un phénomène qui est observé de manière générale en Afrique centrale. Et je pense que ceci est dû au niveau, n'est-ce pas, de la qualité de vie, au niveau de vie
dans nos différents pays. Les adolescents ou bien les adolescentes, si je peux dire comme ceci, n'ont généralement pas d'autre choix, n'est-ce pas, de se livrer. Parce qu'il faut comprendre pourquoi les jeunes filles aujourd'hui, à l'âge adolescente, sont mamans. Et à mon humble avis, c'est lié au niveau de la pauvreté. Parce qu'il suffit aujourd'hui, n'est-ce pas, d'un demi-poisson brisé pour, n'est-ce pas, mettre enceinte une jeune fille. Donc, si elle peut donner une réponse rapide aujourd'hui, c'est à côté, n'est-ce pas, de la sensibilisation, à mon avis, qui n'est pas assez faite. Le niveau de pauvreté générale dans le pays contribue effectivement à ce qu'on ait, n'est-ce pas, cette émergence ou bien je peux dire, ce phénomène, n'est-ce pas, d'adolescence, des jeunes filles adolescentes et déjà mamans au Cameroun. Et je pense aussi, sincèrement, que les médias ont également contribué à cette émergence. Parce qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies de l'information, on est connecté sur Internet, on voit tout, on voit de tout, on voit de rien. Et ça impulse un peu, ça donne un peu, je peux dire, ça contribue à ce que les jeunes filles soient davantage émancipées. Parce qu'elles voient ailleurs, elles veulent s'habiller comme elles voient ailleurs. Et même au niveau des parents, les parents ont perdu un peu la main, n'est-ce pas, au niveau de l'éducation. Donc c'est un phénomène qui est récurrent au Cameroun, qui reste assez en jeu. C'est un enjeu qui reste important et c'est une question qui est très importante à traiter aujourd'hui. Oui, le phénomène des filles adolescentes maintenant, de nos jours, je peux dire quoi? Ce sont les... on appelle ça comment? Ce sont les réseaux sociaux, par exemple, qui jouent beaucoup pour l'émancipation des jeunes filles. Parce qu'on va peut-être voir les filles peut-être de 13 ans, 14 ans, qui sont émancipées, qui ont les téléphones. Ça peut aussi jouer aussi, avec ce qu'on voit aussi dans les télés. Ça joue aussi beaucoup de choses à l'émancipation des filles maintenant qui deviennent déjà des jeunes mamans. Donc il y a aussi ça qui joue. Donc c'est ça que je peux dire au niveau de l'adolescence des jeunes filles. Je vais dire que la plus grande cause au Cameroun actuellement sur les jeunes filles adolescentes qui deviennent mères, moi je pense que c'est le manque de la crainte de Dieu en fait. Parce qu'aujourd'hui, les enfants ne craignent plus Dieu. Vous pouvez voir les enfants de 19 ans, des enfants de 15 ans au Cameroun qui connaissent les hommes. Et ça, c'est le phénomène 1. Nous pouvons citer comme la première cause les réseaux sociaux. C'est le phénomène des réseaux sociaux aujourd'hui qui a pris le dehors. Et tous les jeunes d'aujourd'hui, je pense qu'ils sont en train de regarder les réseaux sociaux. Et c'est le manque de crainte de Dieu d'abord à la base. C'est d'abord le manque de crainte de Dieu. Mais si je devrais proposer une solution, moi je dirais, retournons à la parole de Dieu, cherchons Dieu, que chaque parent amène son enfant à chercher Dieu. Je vais dire que c'est un phénomène qui va grandissant. Il y a de cela quelques années, vous ne pouvez pas voir une fille qui avait 20 ans, peut-être moins de 20 ans, avoir un enfant. Mais aujourd'hui, on voit les enfants de 14, 13 ans qui ont des enfants et ça devient terrible. Et ça, c'est, moi je dirais, l'une des causes. Ce sont les réseaux sociaux et le manque de crainte de Dieu chez beaucoup d'enfants adolescents aujourd'hui. Les adolescents ont besoin de beaucoup d'encadrement de la part de leur maman parce que la maman restant beaucoup plus avec les enfants, elle est appelée à beaucoup veiller particulièrement sur la progéniture. Parce que le père étant très souvent plus occupé, les mamans ont un devoir et des obligations et un rôle prépondérant pour contrôler les égards de comportement qu'il peut y avoir sur les adolescents. Avec les influences de technologies modernes et la télévision et tout ce que les réseaux sociaux, ces phénomènes deviennent récurrents et provoquent beaucoup de déviance en ce qui concerne les adolescents, surtout qui découvrent la vie et tant à la fleur de l'âge, les caractères sexuels secondaires et tout ce que ça comporte. Les adolescents sont vraiment un âge délicat. Donc, il faut bien que les parents et les éducateurs en général veillent. Bon, pour moi, une jeune fille adolescente qui est déjà mère
pour moi, je trouve que ce n'est pas bon. Parce que pour moi, la jeune fille doit se préserver le maximum possible. Parce qu'étant adolescent, tu es encore sur le toit des parents. Du coup, tu es encore sur la charge des parents, mais maintenant tu apportes une autre charge. Parce que pour la plupart, les cas que nous observons, c'est avec des voyous. Ils fuient et maintenant tu es là, c'est le parent. Le parent doit se peiner pour toi, il doit encore réfléchir pour l'enfant. Moi, je trouve que ce n'est pas bien. Ayons pitié de nos pauvres parents, vraiment. Parce que si déjà le parent se bat pour t'envoyer à l'école, concentre-toi pour te battre. Et maintenant, demain, tu commences aussi à prendre soin. Parce que papa ou maman ne va pas rester longtemps fort. À un moment, ils seront appelés. Maintenant, ce que nous prenons soin d'eux. Donc, vraiment, j'invite mes jeunes sœurs camerounaises de l'Afrique d'ailleurs, vraiment à revoir ça. On ne refuse pas qu'à un certain âge, tu peux avoir un petit ami, mais il faut se protéger le maximum possible. Ça, c'est mon point de vue. Si vous nous rejoignez à l'instant, nous vous invitons à vous asseoir. Vous regardez Entre copines, aujourd'hui on parle de la maternité précoce, de ces jeunes dames qui ont accouché étant encore des adolescentes. Alors mesdames, quand on écoute ces différentes interventions-là, il y a des éléments qui reviennent. Il y a par exemple la qualité de vie, pas de pauvreté, il y a le manque d'encadrement des parents, il y a l'absence de la crainte de Dieu et l'influence des réseaux sociaux. Alors vous, dans votre cas, Marie Apollinaire, c'était quoi? C'était la compagnie? C'était quoi? Même si vous dites qu'à un moment donné, vous avez été... moi, je ne peux pas dire que c'est la compagnie. Je vais tout d'abord dire, la crainte de Dieu, c'est très important. Parce que là où Dieu existe, le négatif n'existe pas. Oui. Moi, mon cas, c'est... J'étais proche de ma maman. Donc, j'ai suivi l'exemple de ma maman. Okay. Comme pour dire, si aujourd'hui, les enfants arrivent à poser un certain acte, c'est parce qu'ils n'ont pas reçu un encadrement dont l'entourage influence beaucoup. Oui. Vous voyez un peu. Donc, comme pour dire, peut-être, si j'avais peut-être une autre mère en dehors, différente de la mienne, peut-être je n'aurais pas fait l'enfant tôt. Alors, je vais m'arrêter dessus parce que vous dites que vous avez suivi votre maman. Oui. Parce que votre maman a accouché à 15 ans. Oui. Vous vous êtes dit que c'est bien d'accoucher à cet âge-là. Alors, j'interpelle les mamans, si vous permettez, pour dire que nos enfants nous regardent. Ce que nous faisons, nos enfants copient. Ce n'est pas toujours bien, il faut le dire. Oui, ce n'est pas toujours bien. Mais nos enfants copient. Oui. Alors, ce n'est pas toujours bien. Bon, comme je disais tout à l'heure, c'est parce que j'échangeais beaucoup avec la maman. J'ai voulu suivre l'exemple de ma maman. oui. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, j'ai voulu changer la façon de vivre. Oui. Parce que je me dis, il y a beaucoup de personnes qui suivent mon exemple. Alors, je dois, comment dirais-je, je dois tout faire, je dois faire tout mon possible pour pouvoir faire comprendre aux jeunes qu'il est bien vrai de faire des enfants tôt, mais il y a des, comment dire, il y a quand même un âge, parce que tôt... Il y a quand même un âge. Tôt, c'est pas 16 ans, non? Non. Oui, tôt, c'est pas 16 ans. Il y a d'autres voilà. qui viennent, qui accouchent à moins de 16 ans. Et il y a, je voulais dire, il y a quand même, au-delà de l'âge, il y a quand même des conditions qu'il faut pouvoir remplir pour être maman ou tout pas. À fait, il y a les conditions. C'est pour ça que je vais toujours interpeller les mamans à dire, il faut toujours causer avec vos enfants. Parce que c'est vous qui allez, je peux dire ça, c'est vous qui allez bâtir l'avenir de votre enfant à travers les conseils que vous allez prodiguer à vos enfants. Même à travers le comportement qu'on a. À travers le comportement. Parce que les enfants aujourd'hui, ce sont des enfants regardants. Oui. Eux, ils font ce que vous faites. D'accord. Voilà, donc. Alors, Marie, dites-moi, vous, c'était quoi? Vous m'avez dit tout à l'heure que vous aviez besoin d'affection. Ouais. Vous êtes en manque d'affection? Pour moi, je vais dire oui. J'étais en manque d'affection que malheureusement, je n'ai pas trouvé dans mon cadre familial. Il n'y avait pas votre maman ou votre papa? Ils étaient là, mais on peut bien expliquer. J'avais un souci émotionnellement. Oui. Voilà. Et c'est à travers mon petit ami que il me reconfortait, il me levait, il me donnait il me rendait un peu plus heureux. Alors, il faut que je m'arrête aussi là-dessus. Alors, elle dit qu'émotionnellement, elle se sentait vide. Voilà. Elle avait des parents, mais l'amour, vous n'avez pas l'impression qu'ils vous donnaient l'amour que vous
que vous attendiez. En ce moment-là. En ce moment-là, oui, exactement. Et que vous avez trouvé du réconfort auprès de votre petite amie à l'époque. Oui, exactement. Et pense à travers ça que on peut dire j'ai baissé les bras parce que quand on peut dire j'avais la crainte de Dieu. Oui. Que je suis née d'une famille chrétienne. Oui. Mais pour moi chez nous parler de le rapport c'était pas trop ouvert. C'était tabou. Oui. Une seule fois, je me rappelle de ma maman qu'elle me parle un peu de ça. Donc, en fait, elle était un peu intéressée les contraceptions que peut mettre pour empêcher. Donc, tellement une seule conversation que j'ai eue avec ma maman. Donc, pour dire, elle était très naïve sur ce côté-là. Oui. Voilà. Ça veut dire que la maman aussi, je veux dire aux mamans, n'attendez pas que vos enfants viennent vers vous, parce que ce n'est pas toujours spontanément qu'une demoiselle peut aller dire à sa mère. C'est à nous les mamans de savoir qu'elle grandit sous mes yeux. Il est peut-être important que je commence à lui en parler avant que ce moment n'arrive. Alors, dites-moi, Adèle, vous, c'est quoi la raison? C'est la pauvreté? C'est bon, quoi? Déjà, il faut énumérer la pauvreté. Oui. Il y a la pauvreté. Tu vas voir un parent, il a déjà beaucoup d'enfants. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est dit, bon, les filles ne vont pas à l'école, elles vont aller en mariage, je veux prendre la dot. Il y a la pauvreté, il y a la famine, il y a le manque de dialogue également. Je vous ai dit tout à l'heure que chez nous, tu ne peux pas voir ton père embrasser ta maman. Non. Tu ne peux même pas savoir comment ça... Donc, c'est carré, c'est bloqué. On voit seulement les enfants. On voit seulement les enfants. Ta mère a accouché. Tu ne sais pas comment on fait pour accoucher. Tu ne connais pas. Tu ne vas pas commencer à poser des questions. Oui. Non. Donc, je pense que le premier facteur ici, c'est la pauvreté. Oui. Comment je peux dire? Pas la naïveté quand même, c'est... Mettons que c'est la pauvreté. La précarité aussi. Oui. Oui. Et aussi que les filles ne sont pas éduquées à tout ça. Voilà. Oui. Et puis, il y a... comment je peux dire? Comment je vais vous expliquer? Les gens ne cherchent pas à changer. Oui. Ça ne veut pas dire que si nos aïeux ont dit les filles doivent se marier à 15 ans, on doit suivre ça forcément. Non, on peut aussi changer. Ah, les parents sont conservateurs encore. Voilà, ils sont conservateurs. Voilà. C'est vrai qu'actuellement, les choses ont changé. Oui, parce que moi, je me suis mariée un peu tard. J'ai fait mes enfants un peu tard. Puis, et je remercie mon papa parce que lui, il n'était pas tabou. Il nous parlait du sexe à tout moment, à qui veut l'entendre. Donc, je pense que la pauvreté est l'une des raisons. Oui. Alors, dites-moi, il y a quand même quelques difficultés à être enfant, à maman étant adolescente, Maria Apollinaire. Oui, il y a beaucoup de difficultés. Racontez-nous. Bon, moi, quand j'ai conçu ma fille, je vous ai dit, j'étais encore en troisième. Oui. Et je me suis sentie obligée d'arrêter les études parce que, je peux dire, ma grossesse était tellement capricieuse. Les maladies. Donc, il y a les maladies telles que j'ai dit. Je ne pouvais plus continuer les études. J'étais à la maison. Et la chance que j'ai eue à l'époque, c'est que le père de ma fille prenait soin de son enfant. Le père de ma fille prenait soin de son enfant. Et maman aussi était là près de moi. Elle me prodiguait des conseils malgré que mes aînés m'avaient rejeté, m'avaient repoussé. C'est aujourd'hui qu'ils sont en train de prendre conscience. Que ce qu'ils ont fait à l'époque. Donc, votre principale difficulté, c'était que vous ne pouviez plus aller à l'école parce que vous aviez des problèmes avec la grossesse. Oui, donc je ne pouvais plus continuer les études. Mais à l'école même, vous avez quand même été à l'école un peu avant d'arrêter. Oui, comme j'avais un petit ventre, donc ils n'avaient pas, les camarades n'ont pas eu le temps de se rendre compte que vous êtes enceinte. Ils n'ont pas eu le temps de se rendre compte. Et dans votre environnement, les voisins et autres? Oui, les voisins, ça ne manque pas. Ils se moquaient toujours que, bon, une belle fille comme ça, tu as gâché ta vie et tout. Mais bon, comme j'avais le soutien de ma mère, comme j'ai dit, et du père de mon enfant, donc je ne dirais pas... Ça allait quand même pour vous? Oui, ça allait. Alors, vous mariez, vous n'étiez pas dans l'environnement, vous étiez en Europe? Oui. Et comment ça s'est passé? Quelles étaient vos difficultés, les principales? Enfin, j'ai eu une expérience, une fois j'étais allée au magasin, il y avait des jeunes filles qui étaient en tenue et moi j'étais aussi en tenue, mon ventre sortait. Je me rappelle, ils m'ont pointé, ils sont mis à se moquer. Ça m'a fait tellement mal. Ça m'a fait mal. Et c'est vrai qu'à l'école, c'était comme une honte. Oui. Tu es enceinte. Mais j'ai eu la grâce. Mon maître, c'était un ange. Il m'a dit, Marie, tu es intelligente, tu vas finir l'école. Donc ensemble, on s'est battu chez mon BPC.
J'ai continué l'école et par la grâce, j'ai aussi mon master. Donc, la grossesse n'a pas empêché que je continue l'éducation. Ça m'a été beaucoup focalisé de finir l'école. Alors, mais vos parents, votre mère, comment elle a pris ça? Pas bien. Personne n'a pris ça bien. Personne. Ni la maman, ni le papa, ni les oncles, personne. Mais par la grâce de Dieu, maintenant, ils sont très contents. Mais c'était pas du tout bien. Racontez-nous un peu comment la petite galère que vous avez vécue, votre maman, votre famille. Parce que si vous ne le dites pas, on va avoir l'impression que c'est seulement bien, et que... Non, parce que, comme j'ai dit, mes parents, pour eux, ils voulaient que je sois docteur. Oui. Ils n'étaient pas tellement intelligents à l'école. Donc, j'étais un peu déçue que tu viens du Cameroun, t'as amené ici, quelqu'un. Donc, ils avaient un projet. Et en plus, la première fille. Oui. Donc, beaucoup de choses tombent sur moi. Parce que si je me comporte mal, les petits frères, les petites soeurs vont me suivre. Donc, c'était pas vraiment facile pour moi. Il y avait beaucoup de... À quel moment ils ont accepté? Parce qu'il y a quand même un moment où, finalement, le parent est obligé d'accepter. Je pense que quand j'avais peut-être, on peut dire, 7 mois de grossesse, voilà, ma maman a accepté. Et c'est elle qui a largué mon fils quand il est né. Donc elle a accepté après 7 mois de grossesse. Parce qu'elle aussi était jeune mère. Oui. Voilà, donc elle ne veut pas que je passe le même chemin que elle. Oui, elle voulait vous éviter de... Contrairement à Marie Apollinaire, elle qui voulait faire comme sa mère, et votre mère, vous ne voulez pas que vous fassiez comme ma mère. Elle ne voulait pas que je fasse comme elle, voulait que je fasse plus qu'elle. Donc elle a accepté, et elle a amené les oncles aussi d'accepter. Et en fait, c'est son premier fils. J'étais très contente. D'accord. Alors, Adèle, est-ce que c'est vrai, à l'extrême nord, c'est pas un cliché, et c'est même pas insulté pour qui que ce soit, de dire que les femmes ne vont pas beaucoup à l'école, à l'époque au moins. Est-ce que les filles qui tombent enceintes continuent à aller à l'école? Bien sûr. Moi, je connais ma petite sœur même. Elle a accouché tôt. Elle a accouché à 14 ans. Mais aujourd'hui, elle a eu son bac, elle est allée à l'école. Le problème de l'extrême nord ici, c'est que les gens se focalisent plus à l'ancienne époque. Oui. Mais aujourd'hui, tu arrives à Maroua, on te dit que si on te prend, on bande tes yeux. On te met dans l'avion, par exemple. Tu ne sais pas où tu vas. Tu arrives, on te fait descendre à Maroua, on enlève la banderole, mais tu ne peux pas savoir que tu es à Maroua. C'est que les gens ne voyagent pas beaucoup. Ils sont restés dans l'époque. On sait qu'à l'extrême nord, les filles vont à l'école aujourd'hui. Je connais beaucoup de mes camarades qui sont des professeurs. J'ai ma grande sœur qui est à Maroua, qui est docteur. Je profite pour lui dire même bonjour, docteur Dadaï. Les filles vont à l'école. Après l'accouchement, voilà, oui, ça. Les parents ont compris. Tu ne vas pas bloquer. Je vais prendre un exemple. Je suis là peut-être avec ma sœur Marie. Sa fille a accouché. Après l'accouchement, elle a pris l'enfant. Sa fille a continué l'école. Demain, elle est bien. Est-ce que moi, alors, je vais condamner ma fille que, bon, comme tu as accouché, tu ne dois pas fréquenter? Mais non, c'est vrai qu'on n'encourage pas ça. Mais quand ça arrive, hein, on accepte la situation. La fille doit continuer l'école. Voilà. Mais là, on a parlé des filles, tout au long, on a parlé des filles qu'on envoie tôt en mariage. Mais quand une fille fait l'enfant à la maison, elle n'est pas encore, on ne l'a pas envoyée en mariage, et qu'elle fait l'enfant à la maison, étant adolescente, comment ça se passe? Déjà, comme je vous ai dit, à l'époque, je prends toujours le cas un peu plus... L'époque actuellement, ça a changé. Oui. Ça a changé. À l'époque, c'était comment d'abord? À l'époque, quand tu tombais enceinte, tu partais chez la personne qui t'avait enceinté. Même s'il est vieux, tu as choisi. Parce que c'était une honte pour les parents. Quand ton enfant tombe enceinte, c'est comme si tu avais commis un crime. Alors, dès que la maman constate seulement que toi, si là, elle te prend. À vous. Tu tentes seulement de pointer. Si ce n'est même pas la personne, tu vas seulement porter tes choses partir là-bas. Parce que nous, on ne veut pas. Aujourd'hui, il y a des parents qui poussent même leurs enfants à coucher. Là, tu vas avoir une femme qui n'a que fait 2 enfants. Si sa fille accouche, mais elle prend son enfant. Oui, c'est vrai que ce n'est pas encore... répandu. Oui, mais il y a des cas où les familles acceptent. Et que ce n'est pas forcément aussi accepté dans les mœurs. Oui. Mais jusqu'aujourd'hui, je fais partie de ces personnes-là. Je ne souhaite pas que mon enfant prenne la grossesse à la maison. À la maison, oui. Bêta, tu te maries. Mieux tu me dis, maman, je veux plus l'école, je veux me marier. Mais que de me ramener l'enfant, je ne veux pas te dire d'enlever ton enfant, non. Mais je ne serai pas contente. Voilà. Je voudrais que l'enfant se marie, que tu fasses ton enfant. Ou bien que tu vives avec un monsieur, vous faites votre enfant dans un foyer, dans un cadre normal. Marie, est-ce que vous,
qui avait fait l'enfant et dont les parents n'ont pas forcément bien accueilli la nouvelle, vous avez eu idée de vous en débarrasser? En fait, pas de mon choix. C'est vrai qu'on m'a demandé de retirer. Mais comme j'ai grandi catholique, donc j'avais ma chapelet, salut Marie, aide-moi. Donc j'ai la prière, donc j'ai dit à la famille que non, je ne peux pas le faire. Je pose la question parce que beaucoup de jeunes filles se retrouvent dans cette situation-là et on leur donne des conseils de ce genre, d'essayer d'évacuer et elles prennent n'importe quoi sans aucun contrôle. Ouais. C'est pour ça que je demandais, est-ce que vous, ça vous est passé à l'esprit? On m'a conseillé de le faire, mais moi, à cause de la crainte de Dieu, je ne pouvais pas le faire. Et la peur aussi? Oui, j'étais encore petite, 15 ans, 16 ans, ça se passe comment et tout. C'est vrai qu'en Europe, c'est facile, en Europe, on donne une pilule, tu en vas et c'est bon, facile. Et ça a été encore très tôt, c'était il y a quelques semaines. Mais je ne voulais pas en fait. Pour moi, comme j'ai dit, moi, j'étais un peu, il y avait problème émotionnel. Donc pour moi, l'enfant là était comme... Voilà. De déverser l'amour sur lui. Donc moi, c'était un cadeau. Pour moi, c'est un cadeau de Dieu, il veut le garder. Et ça m'a beaucoup aidé en fait, émotionnellement. Ça m'a fait me battre encore plus de cette force qu'en fait j'avais en moi. C'est comme s'il a reçu cette force de moi alors. Donc à travers lui, j'ai commencé à me bâtir émotionnellement, à être plus forte. Surtout être stable émotionnellement, parce qu'il y avait quand même quelqu'un qui vous aimait. Vous étiez sûr au moins que s'il y a au moins une personne qui vous aime, c'est cet enfant-là. C'est lui, donc c'est lui qui m'a donné beaucoup de force. Alors mesdames, il y a un accessoire qui est un peu incontournable dans la tenue de la femme, hein, c'est le sac à main. Chacune y va de ses goûts et de ses sensibilités. Je vous propose de regarder cet élément et on revient juste après. L'on pourrait dire sans risque de se tromper que c'est une union plutôt parfaite qui existe entre les femmes et leur sac à main. Comment une femme peut sortir de la maison sans son sac à main, avec tout ce qu'elle peut mettre, tout ce que le sac à main contient? C'est pas possible de sortir sans sac à main. Ensemble, au marché, au bureau, aux toilettes, bref, quel que soit le lieu où l'un veut aller, l'autre l'y accompagne sans se plaindre. Le côté vestimentaire serait non négligeable dans ce mariage. C'est compte tenu de la tenue vestimentaire. Donc, parfois, généralement, quand je suis en jean, ça voudrait dire que je ne vais pas loin. J'ai généralement ma pièce d'identité à l'arrière de ma poche arrière, mon téléphone, ma poche droite avant, et puis mes piécettes, poche gauche. Mais quand je suis peut-être en tailleur, et peut-être si je me rends dans un bureau administratif, j'ai certainement besoin de pièces. Donc, dans mon sac à main, généralement, je mets mon portefeuille et mes documents. Très grand, moyen, petit ou minuscule, chacun y trouve son compte. Ne dit-on pas que l'amour est aveugle? Et si on allait au cœur de ce couple à la quête du secret de leur amour? L'aspect externe et le contenu très souvent diversifié sont ce qui fait le piquant de cette relation. Tu connais, nous les femmes, on ne sort pas. Il y a les clés, les documents, les trucs cosmétiques, les petits peignes, peut-être un petit ballerine. Bon, moi, je peux toujours peut-être mettre une babouche. Oui, une babouche, on ne sait jamais, la chaussure peut me serrer et je vais la changer. Ou une chaussure de rechange, parce que ça avec les Chinois qu'on a maintenant, ça peut te lâcher en route et il te faudra quand même une chaussure de rechange. Et il y a les documents. De la trousse de maquillage en passant par la serviette hygiénique, le déodorant, le kit de couture et même les couverts, tout s'y trouve. Un bel amour, n'est-ce pas? Gardons à celui qui rentre dans le sac à main d'une femme sans y être autorisé, car dans cette union, le troisième larron n'est pas le bienvenu. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous faites bien. Vous regardez Entre Copines, qui est diffusé tous les samedis quand il est 15h30 et dimanche quand il est 20h30. Alors, mesdames, on va entrer dans vos sacs à main. Vous allez me dire ce qu'il y a dans vos sacs à main. Alors, d'abord, vous les préférez comment? Grand, petit, moyen, pochette, moyen. Moyen. Et qu'est-ce que vous mettez dans votre sac à main moyen? Le téléphone, très important. Les téléphones, peut-être un lip gloss. Oui. Et la clé. Oui. Et au Cameroun, beaucoup le power bank, parce que le téléphone décharge beaucoup. Et une carte d'identité, des choses comme ça. Oui, c'est vraiment moyen, hein? C'est vraiment un petit. Oui, j'aime pas trop m'encombrer en fait. Et vous, Adèle?
Moi, j'ai un sac à main qui est tellement grand. En fait, oui, oui. Parce que je suis là de temps en temps. Je peux être là comme ça. Bon, en rentrant, il faut que je passe au marché. Oui. Je peux acheter, je ne sais pas trop quoi, le tapioca dans le sac. Dans le sac. Même la viande, j'emballe bien. Dans le sac. Dans mon sac, on trouve un peu de tout. Ma carte d'identité, le téléphone, le miroir, le make-up, un peu de tout, hein. Des fois même les beignets. Parce que j'ai les enfants, hein, de temps en temps, maman tu me gardes ci, maman tu me gardes ça. Je jette tout dans mon sac. Donc j'aime quand mon sac est tellement volumineux. Parce que petit, ça va m'encombrer. Et puis, moi je transpire beaucoup des mains. Oui. Je ne peux pas garder les pièces ou les dans papiers. Les mains, ça, oui. Il faut que toujours tout mettre soit dans dans le mon sac. Oui. Voilà. Alors, Maria-Apollinaire. Moi, par contre, ça dépend, hein, parce que comme aujourd'hui, en sortant, j'ai pris un petit sac parce que je savais que là, ça ne demandait pas beaucoup de choses. Je peux mettre mes cartes de visite, mon téléphone, ma carte d'identité. Mais par contre, si je vais au marché, si c'est peut-être en dîne ou peut-être en cabas, là, je peux mettre un photo. Je sais que je vais au marché, je vais trouver peut-être la tomate, comme la dame m'a dit, je vais acheter, ceci va me faire, je vais acheter, je vais mettre dans mon photo. Parce que tu vas mettre dans ton photo, c'est parce que tu vas mettre dans le petit sac. Voilà. Par contre, quand tu vas peut-être dans un bureau aussi, tu as appelé à prendre un sac un peu volumineux qui comporte peut-être des documents, d'accord. On est quand même d'accord que le sac à main est très important. C'est l'accessoire à ne pas négliger. Je vais vous raconter une histoire. Oui. Moi, avant, j'aimais les petits sacs. Ce qui m'a fait changer d'avis, c'est que je fais un job à l'aéroport. Oui. Alors, les passagers qui viennent là, quelqu'un qui a peut-être des kilos en plus. Du coup, on dit il faut balancer. Alors, un jour, j'arrive, je vois mes copines, elles sont en train de se partager les légumes, je ne sais pas, les petits trucs. Je dis, mais attendez, je fais comment? On dit, ouvre ton sac. Ils m'ont donné une petite quantité. Il fallait voir comment mes collègues ont emballé des choses. J'ai dit, OK. À partir de ce jour, j'ai commencé à prendre à marcher avec un gros sac. Voilà. Et dans mon sac, on trouvait des plastiques, on trouvait un peu de tous les bols, on ne sait jamais. Hein. Voilà. Alors, mesdames, dites-moi, quelle est l'aide que vous avez reçue? Vous, par exemple, qui êtes dans une société qui n'est pas la nôtre. Vous êtes en Europe, vous vivez en Europe, vous avez fait votre enfant là-bas. Est-ce que vous avez reçu de l'aide au-delà de la famille? Oui. Chez nous là-bas, il y a l'aide sociale. Oui. Il y a même l'aide, en fait, quand tu accouches, on peut te trouver un appartement. On t'aide aussi à ceux que tu pars à l'école, on paye pour la crèche. Donc tu peux continuer l'école de son enfant à la crèche et tout comme ça. Il y a aussi l'aide pour survivre. On aide aussi l'enfant. Donc financièrement, le gouvernement aide quand même. D'accord. Voilà, de ce côté-là. Alors, est-ce que ce n'est pas de nature à favoriser l'accouchement des jeunes filles quand on est aussi bien encadré? Non, parce que même malgré le fait que tu as l'aide financièrement, il y a aussi savoir comment encadrer l'enfant. Ça bloque beaucoup de choses. Même la vie sociale, certains amis t'oublient. Parce que pour eux, toi, tu as l'enfant, eux n'ont pas l'enfant. Vous n'avez plus le même centre d'intérêt. Donc, avant, en Europe, surtout à Londres, les filles accouchaient pour la maison. Pour avoir le logement? Oui, parce que c'est très rapide. Quand tu as un enfant, moins de 1-2 mois, tu as un logement de chambre. Avant. Mais maintenant, je pense que le gouvernement a pris un peu de cesse. Donc, c'est plus facile comme ça. Donc, accouche pas pour ça. C'est plus facile que ça. C'est plus beaucoup difficile. Maintenant, l'organisation dans la maison, comment vous faites entre l'école et la maternité? Pour moi, je vivais seule. Donc, le matin, je dépose mon enfant à l'école, à la crèche. Et je n'ai pas au collège. Après le collège, je prends mon fils et je rentre à la maison. Et Dieu merci, le gouvernement payait tout. Donc, je n'ai pas besoin d'ajouter que ce soit 1 franc. Ça m'a permis à continuer l'école. Et c'était facile d'étudier, d'avoir l'enfant qui crie à côté? Non, mais j'étais vraiment focus. J'étais vraiment beaucoup focus. Et comme je dis, je priais beaucoup. Donc, pour moi, et j'avais aussi beaucoup d'aide de mes maîtres. J'avais un maître, enseignant. Il m'a beaucoup supporté, beaucoup. Et ça m'a aussi beaucoup aidé. Et l'école n'est pas aussi trop dur comme ici au Cameroun. Ça va aussi trop dur. Donc, ça a aussi aidé beaucoup. D'accord. Et Maria-Apollinaire, comment vous avez reçu de l'aide? Enfin, de la famille. Est-ce que la famille vous a soutenu, en dehors de votre mère? En dehors, oui, il y a les tantes, les copines qui me soutenaient. Oui, j'ai reçu de l'aide. À quel moment vous avez repris l'école? Parce que vous avez dit que quand vous êtes tombée enceinte, ça vous dérangeait? Pour vous dire vrai, moi, je n'ai pas repris l'école. D'accord. Vous avez fait des formations après quand même qui vous ont permis? Oui, j'ai reçu les formations puisque quand ma fille a eu 4 ans, je suis parce que je quitte de Douala, je quitte de
Yaoundé pour Douala. Oui. Et quand j'arrive à Douala, moi, je ne connaissais rien faire, pour dire vrai. Je ne connaissais rien faire. Et là où j'habitais, j'étais avec une tante. Et ma tante aussi, elle ne faisait pratiquement rien, mais de temps en temps, elle se battait pour pouvoir me soutenir. Et le père de ma fille aussi. Au fait, ce qui a fait en sorte que je quitte de Yaoundé pour Douala, c'est parce que le père de ma fille, à un certain niveau, il s'est dit, pourquoi ne pas prendre cette fille et cet enfant pour faire d'elle ma femme. Ça a encore mis ma famille en colère. Ils ont dit non, ils ne veulent pas. Ils préfèrent que je reste comme ça le temps que je continue mes études. Je suis venue à Douala rencontrer mon grand frère. J'habitais d'abord avec mon grand frère. Et parce que là, c'est très important, il faut que j'explique. Maintenant, étant chez mon grand frère, je suis encore repartie en relation avec le père de mon enfant. Et ça, vous comprenez? Non, là, c'est très important. Je dis ça parce que c'est très important. Je suis repartie parce que ça, c'est... Je suis repartie avec le père de mon enfant. Et quand je repars avec le père de mon enfant, on continue toujours... vous voyez? Oui, on voit. Vous vous moquez de moi? Non, je dis c'est très important. C'est très important. Oui. On continue à faire des... Un autre enfant vient. Là, c'est plus douloureux. Oui, mais je dois le faire. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont... Bien sûr. Voilà. J'ai eu une autre grossesse pendant que j'étais avec mon grand frère. C'était quel âge déjà? Là, parce que l'enfant avait déjà 4 ans. C'est déjà 20 ans? 20 ans. Voilà. 21 ans. Oui, quelque chose comme ça. J'ai eu une deuxième grossesse. J'ai caché. Mais la femme de mon grand frère a su que j'étais enceinte. Quand mon grand frère a constaté que je changeais, il a appelé son épouse, il a dit, mais pourquoi ma petite soeur, son épouse lui a dit, elle est enceinte. Je vous dis, à l'instant, mon grand frère m'a mis hors de la porte. Avec ma mère. Il a appelé ma maman qui est venue me chercher. Je suis rentrée au village avec ma maman. Il a donné l'argent pour que je puisse faire un avortement. Vous voyez? Je comprends. Ouais. Et le père des enfants, qu'est-ce qu'il a dit à ce moment-là? Et le père de l'enfant? Le père de l'enfant, c'était le même père de l'enfant? C'était le même père de l'enfant. Qu'est-ce qu'il a dit quand votre frère vous a mis... Il a eu mal, parce que j'explique cela pour qu'on comprenne pourquoi je suis venue à Douala et pourquoi je me retrouve avec ma tante. Oui. Il a eu mal au point où je peux dire, il a même porté plainte. Parce que moi, je suis allée lui dire que voilà ce que ma famille veut que je fasse. Je suis allée lui dire, il a eu mal. Et quand il a eu mal, je me suis sentie abandonnée parce que je me suis dit, j'avais besoin de réfléchir. Et là, comme je vous ai dit, je suivais l'exemple de ma maman. J'écoutais beaucoup ce que ma maman me disait parce que j'aime beaucoup ma maman. J'ai dit à ma maman, vraiment, je ne sais pas ce que je dois faire. Maman me dit, tu vois, ton grand frère a des projets pour toi. Et si tu fais cet enfant, tu ne pourras pas bénéficier des projets que ton frère a mis sur pied. Ils m'ont tellement parlé. À la fin, j'ai respecté. Oui, on a compris, on va pas le dire. Alors maintenant, voilà. Le père de l'enfant, de l'enfant, il a eu mal, mais quelles sont les dispositions que lui, il a prises pour vous aider? Parce que, j'explique, parce que vous ne pouvez pas être dans la maison de votre frère qui vous a accueilli après que vous ayez fait un premier enfant. Vous tombez enceinte, c'est la colère, même si elle n'est pas, même si à un moment donné on peut lui reprocher de mettre un enfant dehors, elle est quand même justifiée. Qu'est-ce que le père de l'enfant, lui, quelles sont les dispositions qu'il lui a prises pour vous aider? Bon, puis celui-là a tout fait. Il a essayé de me convaincre que je ne puisse pas. Oui. Mais bon, l'amour de ma maman, l'amour de ma famille a influencé ma décision. Mais le père de l'enfant, est-ce qu'il travaillait? Il travaillait. Mais pourquoi il ne nous a pas remis à l'école? Pourquoi il ne m'a pas remise à l'école? Oui, pourquoi il n'a pas permis que vous continuiez les études? Bon, c'était un peu compliqué. Hein? C'était un peu compliqué parce que même quand j'ai accouché, malgré tous les efforts qu'il faisait, il a vraiment voulu que je rentre à l'école. Oui. Mon grand frère a dit non, il ne veut plus que le père de ma fille s'en occupe. C'est là où je quitte maintenant, je viens retrouver mon grand frère, vous voyez. Bon, étant chez mon grand frère, ce qui me repousse encore vers mon père, il ne me donne pas, vers le père de mon enfant, il ne me donne pas ce que j'attends, l'affection. Donc pour lui, c'est un s'en fout, il a son argent et tout. Bon, je me dis, je préfère repartir là où vous ressentez un peu d'amour. Voilà. Donc, quand j'ai pris la décision d'évacuer cet enfant, c'est là où le père... Non, j'ai dit... On voulait l'éviter, c'est quand même... Allez-y. Ok. D'évacuer cet enfant, c'est là où le père de l'enfant s'est fâché. Il m'a repris l'enfant. D'accord. Il a pris le premier.
Oui, il a repris l'enfant. D'accord. Il est encore là-bas avec lui aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, il est avec l'enfant. Et je ne regrette pas. Enfin, je suis contente de ma fille. Elle a quel âge aujourd'hui? Elle a 22 ans. Donc elle aura 23 ans bientôt. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Onana Marcel Raphaël. Alors vous allez et vous voyez que c'est grâce à elle que je suis ici. Voilà. Vous voyez, si je n'avais pas accouché, je ne serais pas ici. Donc, alors dis-lui bonjour quand même. Bonjour mon bébé, tu sais que je t'adore. Alors, est-ce que vous comprenez quand même la position de la famille dans cette situation-là? La famille a l'impression que l'enfant a été abusé. Est-ce que vous comprenez la position quand même de la famille? Oui. Que ma soeur m'excusait, parce que si moi j'étais à la place de ton frère, j'allais faire pareil. Peut-être en évitant l'autre partie, mais je ne serais pas contente. Parce que mon enfant, ma petite soeur, elle est à l'école, tu l'enceinte. Non seulement ce n'est pas encore clair, tu viens, tu doubles. Moi, j'allais vraiment me mettre en colère. Je n'allais pas encourager ça. Ouais, je suis vraiment carré dans ma tête. Je n'allais pas encourager. Mais du fait que c'était déjà là, on allait encore supporter. Mais je n'allais pas vraiment accepter ça. Je ne supporte pas aussi. Alors, mesdames, je voudrais qu'on donne quelques petits conseils à nos petites sœurs aujourd'hui. Les réseaux sociaux ne nous aident pas. Aujourd'hui, toutes les petites filles ont un téléphone. Toutes les petites filles veulent en avoir un de plus grand, c'est-à-dire un Pro Max international. Et on sait qu'elles ne travaillent pas. Elles sont obligées d'avoir recours à une ou deux pratiques pour avoir ce genre de choses. Et plus jeunes, hein, je vais vous dire 16, 17, 18 ans, peut-être même plus jeunes. Alors, un conseil, vous qui avez connu la maternité, si c'était à refaire, est-ce que vous le referiez? Non, je vais attendre. Je vais attendre. Non, je vais attendre un peu. Quand je suis mariée, un peu, ouais. Je vais plus attendre parce que c'est pas aussi facile que ça. Oui. Et moi, ce qui m'a fait faire, c'est les amis qui m'ont lâché. Oui. Et je ne me sentais pas, j'étais toujours renfermée en fait. Donc moi, j'ai commencé à vivre seule à l'âge de 16 ans. Donc préparer, prendre soin de l'enfant et tout et tout. Comme ma soeur, elle expliquait son deuxième enfant. Moi, j'ai 3 garçons. Donc 16 ans, 12 ans, 9 ans. Quand le dernier est venu, j'étais dans la même situation comme toi. En fait, j'avais une pression totale en fait. Mais j'ai pas, comment dire, j'ai pas, I didn't feel into pressure. Yes. Et en attendant pas, c'est un peu la douleur sur te voir. Donc, si je peux conseiller mes soeurs, mes frères, parce qu'on accuse beaucoup la femme. Et pourquoi l'homme aussi qui est enceinte? Oui. Ouais. Donc, je me conseille qu'il faut attendre. Et les parents, même si un enfant tombe enceinte, ce n'est pas la fin du monde. Vraiment, il y a des femmes qui, les jeunes sont enceintes à 15 ans, ils deviennent docteurs, ils deviennent prophétesses, pourquoi pas? Parce que Dieu peut utiliser tout le monde. Donc, Dieu est capable. Ce n'est pas le moment de rejeter l'enfant là. Et j'en profite pour demander la place, le rôle que Dieu, le fait de connaître Dieu a joué dans ces moments difficiles là. Ah, ça j'ai un grand rôle. Pour être honnête, j'étais vraiment, comment dire, suicidal. J'étais vraiment... Au bord du suicide? Voilà, parce que j'étais tellement déprimée. Je me sentais tellement seule. Et pour moi, c'est ma foi qui m'a gardée. Parce que pour moi, on ne peut pas se suicider. Tu peux être en enfer. Donc, ce n'est même pas une option. Donc, la peur de ça et la peur de quand il m'a dit que non, Marie, tu vas te battre. Et pour moi, malgré le fait que ma foi n'était pas aussi grande, mais je savais que Dieu était avec moi. C'est ça qui m'a poussée à continuer, à aller jusqu'à l'Esprit Saint que je suis ici là. Donc, il faut avoir ta foi. C'est très important. Adèle, un conseil? Oui, j'aimerais dire à toutes ces adolescentes de s'abstenir. Moi, si ça ne dépendait que de moi, pas de relation sexuelle avant le mariage. Je suis de ce... J'aime pratiquer ça. Je ne dis pas que c'est ce que moi j'ai vécu. Non, je ne suis pas une sainte, mais je dis que les jeunes filles s'abstiennent. Parce que tu peux, en dehors même de la grossesse, il y a les maladies. Les maladies oui. Tu peux prendre, je ne sais pas, choper une maladie et puis toute ta vie est finie. Donc je conseille à mes enfants de s'abstenir. Les garçons sont des menteurs. Les hommes ici dehors sont des menteurs vraiment. Quelqu'un, quand il veut de toi, il va venir toquer. Papa, je veux ta fille. Même s'il n'a rien, vous allez vous battre chez vous. Alors moi, je pense que quand un enfant naît dans un foyer, dans une union entre hommes et femmes, l'enfant là est le bienvenu. Mais quand tu le fais seul, la maman souffre beaucoup et puis l'enfant même a trop de problèmes et puis le stress et tout. Donc, évitez d'avoir les problèmes avec les parents. Et puis que les enfants aient pitié de nous les parents. Moi, j'ai 5 enfants. Hein.
Imaginez l'école et tout, et tout, et tout. À la dernière minute, ma fille vient me dire que maman, bon, je suis enceinte. Vous pensez que je vais rire? Non. Que ces enfants aussi prennent conscience que nous, les parents, on se bat matin, midi et soir pour eux. Donc, qu'ils s'abstiennent, qu'ils ferment ça. Ou alors, si tu ne peux pas supporter, je n'encourage pas ça, mais il y a les préservatifs, par exemple. Donc, c'est pas bon. Marie, Apollinaire? Ok, moi par contre, je vais d'abord m'adresser aux parents parce que tout va... Oui, l'éducation. L'éducation. Vraiment, prenez soin de vos enfants, sur tous les plans, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan comportemental. Ça veut dire conseillez bien vos enfants. Parlez de tout ce qui est... concourt, oui, tout ce qui concourt au sexe. Vous devez communiquer avec vos enfants. Parce que les enfants d'aujourd'hui, ce sont des enfants qui copient ce que leurs parents font. Et quand vous prenez soin de dire à vos enfants que ceci est mauvais, ceci est bon, l'enfant va suivre votre exemple. Et vous, maintenant, les jeunes filles, je vais vous dire, même quand vous cheminez avec des personnes, il faut savoir choisir vos partenaires. Parce que quand vous marchez avec des bonnes personnes, je vous jure que vous ne pouvez pas vous trouver dans certaines situations. Je parle en connaissance des causes. Il est bien vrai, j'ai accouché tôt. Mais aujourd'hui, je me suis entourée des personnes qui ont une maturité, qui ont de la responsabilité. Donc, ils savent ce qui est vraiment bien pour le futur. Ce qui vous fait avancer, ce qui va contribuer à vous faire avancer. Voilà. Donc, entourez-vous de bonnes personnes. Même quand vous avez peut-être un partenaire, prenez le temps d'analyser votre partenaire, de savoir s'il est responsable ou pas. Parce que c'est facile à connaître, même quand vous êtes à l'école. Quand vous avez votre camarade, à travers des actes qu'il pose, vous pouvez savoir s'il est responsable ou pas. Je m'explique. Si peut-être un enfant qui rentre de l'école, après son école, vous allez constater que peut-être il va faire des petits jobs. Il y a certains qui font les économies, qui font peut-être, après ils ont de commerce. Ça, en lui, tu sens déjà la responsabilité. Et comme on dit, on peut aussi dire, il y a l'abstinence. Mais vous-même, vous connaissez avec tout ce qui se passe là aujourd'hui. Vous comprenez avec tout ce qui se passe. Donc, vraiment, les enfants, je pense qu'on vous a dit l'essentiel. Entourez-vous des bonnes personnes. Mettez-vous dans vos études. L'enfant peut venir à tout moment. On ne court pas. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Alors, mesdames, merci beaucoup pour ce partage d'expérience. Marie Apollinaire, je n'ai pas dit que tu étais entrepreneur. Vous l'êtes? Oui, oui, oui. D'accord. Oui. Merci d'avoir suivi cette émission. Chaque chose a un temps. C'est-à-dire que chaque chose arrive avec un temps précis. Les enfants ne soyez pas prêts à courir vers le sexe. Ne soyez pas prêts à courir vers la vie d'adulte. Elle est beaucoup plus compliquée que ça. Vous aurez le temps de vous en rendre compte. Vivez votre jeunesse, vivez votre enfance et attendez le bon moment pour faire des enfants. Retrouvons-nous la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu. Au revoir.